Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h30. Voici les titres du journal. Mention très honorable à l'organisation du CHAN 2020. La FIFA, la CAF et d'autres acteurs du football ne tarissent pas d'éloges pour le Cameroun. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Mention honorable aux forces de défense et de sécurité avec un sans faute sur l'ensemble des sites de ce CHAN 2020 et c'est le soulagement à Limbe, Douala et Yaoundé. Tous répondent RAS dans ce 20h30. Et puis mention des 180 honorables jeunes députés demain pour la 55e fête de la jeunesse. Le Parlement jeune fera l'événement au moment où la fièvre des préparatifs monte à 3 jours du 11 février 2021. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Exit donc le CHAN 2020, la grande fête du football africain, s'est achevée en apothéose devant le Premier ministre chef du gouvernement représentant le chef de l'État. C'était hier dimanche soir au stade Omnisport de Yaoundé avec la victoire des Lions de l'Atlas. Le Maroc conserve le titre, mais le Cameroun remporte les lauriers. Les félicitations qui pleuvent de la FIFA, de la CAF et d'autres acteurs de la planète football. Tous attribuent une mention très honorable aux organisateurs de ce 6e CHAN, le Cameroun. Voici quelques avis recueillis ce lundi au moment du départ de la délégation officielle de la CAF. C'est un reportage de Évariste Yenga. Dans leur bagage, leurs effets et aussi des souvenirs du CHAN réussi au Cameroun pour les membres de la délégation officielle de la CAF et de la FIFA. On ne regrette pas d'avoir choisi Cameroun pour abriter cette CAN. Au contraire, c'est une fierté en tant qu'Africain d'avoir vu cette cérémonie de clôture. Visiter une cérémonie d'ouverture qui était très très belle, chaleureuse, qui a montré toutes les beautés de l'Afrique et nous fait voir. Bonne impression pour les icônes du football africain aussi. Bravo au Cameroun et à la CAF pour l'organisation du CHAN. Félicitations au Mali pour son parcours honorable et au brillant vainqueur, le Maroc. La CAF dit sa reconnaissance au pays organisateur. Je tiens même à remercier le président Paul Biya, son gouvernement, le peuple camerounais évidemment, pour les investissements entrepris. À mi-parcours de la compétition, une fin heureuse était déjà envisagée. L'organisation est impeccable. Bien sûr qu'on est dans une entreprise humaine, on ne peut pas dire qu'à 100% tout est parfait, mais je voudrais vous dire qu'à 98% au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Une bonne perspective en vue de la CAN 2021. Évidemment, c'est très prometteur lorsqu'on a vu ce qui s'est passé. Illustration d'une fin en beauté de l'artifice au cœur de la nuit. Ce 6e CHAN nous a permis de faire la connaissance des jeunes gloires du football africain, mais c'était eux les véritables stars de cette 6e édition. C'était les 4 stades principaux qui ont abrité la compétition. Si le complexe sportif de Japoma à Douala a été l'attraction principale des Camerounais, les autres sites n'étaient pas du tout en reste et ce sont là de belles infrastructures bien au-dessus des standards internationaux qui font aujourd'hui la fierté du Cameroun. Le regard, Pierre Evembe.
C'est confirmé, le Cameroun est une puissance mondiale de football. Cela s'est vu avec ses lions indomptables au fighting spirit. Cela s'est amplifié avec ses stades qui comptent parmi les plus beaux et équipés au monde. Certains pays se sont targués d'avoir organisé des CAN et autres compétitions avec des stades équivalents au plus petit stade principal du Chan, le Limbe Omnisport Stadium. Et pourtant au 237, il n'y a plus que le stade de Limbe et ses 20 000 places. Il y a le stade de Bepanda rénové, 40 000 places, pelouse hybride en expérimentation dans le monde, la plus grande restauration d'un stade en Afrique centrale. Il y a Yaoundé, le stade Amadou Ahidjo, la cuvette de Fandena, plus de 40 000 places, une pelouse verte dont le côté naturel crée sur les spectateurs des illusions d'optique. Sécurisé au maximum, technologie de pointe. C'est ici et à plusieurs reprises que les lions ont été traités de sorciers. Et si on faisait un break pour donner des complexes à ceux qui disent qu'au Cameroun, on a des leçons à recevoir de l'extérieur, allez faire un tour au stade de Japoma, le village de Roger Mila, la légende, un joyau architectural, rentré dans le patrimoine national qui a rendu bouche bée les Camerounais de la diaspora, les officiels de la CAF, de la FIFA et ceux qui rêvaient des stades de l'Occident. Ici, c'est Japoma. Ici, c'est le Cameroun. Les joueurs d'une équipe du Chan ont salué la montée en puissance du Cameroun en faisant carrément le ménage dans les vestiaires. Des stades ultra modernes. Et ce n'est pas tout. Vous serez encore plus surpris à la CAN. Et on en a pleuré à chaudes larmes dans les chaumières de cette victoire des Lions de l'Atlas, mais il faut dire qu'elle ne doit rien au hasard. Si le Maroc conserve sa couronne, c'est bien le fruit d'une vision, d'une stratégie toute de travail et de discipline, menée de main de maître par la Fédération royale marocaine de football sous la houlette de l'État chérifien, et c'est là un résultat plutôt logique. Raphaël Nkoa. Les performances marocaines n'ont rien d'une génération spontanée. Elles résultent d'un mode d'organisation et d'un projet ambitieux de développement du football par les clubs. Il s'agit d'une architecture organisationnelle pyramidale dont le sommet est conçu des 32 clubs professionnels équitablement répartis dans les championnats Botola 1 et Botola 2. Le championnat maintenant, où il y a des sponsors qui sont réguliers, toutes les équipes sont encouragées pour les coupes d'Africaines. Ils ont même des primes au niveau de la fédération, au niveau de leur réussite. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'insistance de la fédération pour les centres de formation qui sont gérés par la fédération. Successeur Ancre Ocre de Croix-Colonel et un général à la présidence de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Ledja a été élu en 2014 sur la base d'un programme de formation à la base, de développement des infrastructures et de professionnalisation des clubs. On a des clubs qui sont très structurés maintenant, avec des règlements stricts en ce qui concerne les recrutements, en ce qui concerne les installations. Tout le monde maintenant a des petits stades de 25-30 000, mais il n'y a plus de petits clubs et de grands clubs. Tout le monde il a sa manne chaque fin d'année. Les droits de télévision sont distribués à tout le monde. Et c'est pour ça, en plus de ça, on a une fédération maintenant qui est très stable, qui veille aux petits grains. Avec à sa disposition 9 stades de plus de 40 000 places, une fédération stable et ambitieuse et un accompagnement de tous les instants des pouvoirs publics, le Maroc s'est donné les moyens d'une bonne structuration des clubs par des compétitions locales régulières. Et parce qu'il s'agit d'une vision pertinente et harmonieusement implémentée par toutes les parties prenantes, le Maroc a pris une longueur d'avance sur plusieurs pays africains. Ne suivez pas mon regard. Et dans un instant sur ce plateau, nous allons jeter un regard prospectif sur le remède de cheval qu'il faudrait administrer à ce football camerounais pour retrouver rapidement son équilibre et regarder vers cette CAN 2022. Ce sera avec le rédacteur en chef des sports, déjà annoncé dans ce studio. Mais parlons d'abord de ce pari sécuritaire également tenu pour le CHAN, annoncé comme la compétition de tous les dangers. Les forces de défense et de sécurité présentes sur tous les fronts ont donc assuré de bout en bout la protection des personnes et des biens durant ces 3 dernières semaines. Une véritable gageure si l'on considère les velléités terroristes affichées notamment dans le sud-ouest. Éric Benjamin Lamère.
S'il est un secteur qui a presque totalement réussi son CHAN, c'est incontestablement celui de la sécurité. Limbe, cité balnéaire, site de l'une des 4 poules dans l'une des 2 régions en crise, était particulièrement scruté. Avec la surenchère des groupes sécessionnistes, de nombreux observateurs redoutaient une action d'éclat qui aurait maculé de sang innocent cette belle fête du football. Mais c'était ignorer le dispositif spécial déployé par les forces de sécurité et de défense pour garantir un tournoi sans incident sécuritaire. Si rien n'a filtré sur les détails du dispositif sécuritaire ainsi mis en œuvre pour des raisons évidentes, il suffit de scruter les opérations menées avant le début du CHAN pour comprendre que pour les militaires, gendarmes et policiers, le CHAN a commencé de nombreuses semaines avant le démarrage effectif de la compétition. Mais au-delà de Limbe, les autres sites de la compétition ont fait eux aussi l'objet d'un maillage plus resserré que d'habitude. Un maillage dissuasif mais très courtois. La rubrique des faits divers n'a pas donné à voir ou à lire tout au long de ces 3 semaines de compétition des accrochages entre hommes en tenue et spectateurs. Preuve s'il en fallait de l'efficacité d'un système rodé et d'un professionnalisme éprouvé des forces de défense et de sécurité camerounaises. Seul bémol dans cette partition magistralement exécutée par les forces de défense et de sécurité et pour reprendre la juste sentence d'une estimée consoeur, la gestion paresseuse du trafic urbain à Douala les jours de match. Pour la CAN qui pointe déjà à l'horizon, il faudra se montrer plus inventif afin de ne pas bloquer la ville tout en faisant monter en puissance ce dispositif sécuritaire pour qu'il soit à la hauteur de la plus grande compétition sportive du continent. Et après ce CHAN, on vient de le dire, place à la préparation de la CAN et dans cette perspective, avec de nouveaux défis qui se profilent à l'horizon, nous recevons donc sur ce plateau le rédacteur en chef des sports ici à la télé. Bonsoir Serge Ofasgue. Bonsoir Adèle. Et bienvenue. Merci. Alors nous le disions déjà, après le concert de louanges que nous venons d'entendre, venant essentiellement de la famille continentale et internationale du football, le Cameroun ne devrait pas dormir sur ses lauriers. Le CHAN, c'est guère la CAN et une préparation plus minutieuse est donc exigée de ce pays-là qui sort grandi de cette compétition continentale. Alors, comment gommer toutes ces insuffisances observées pendant ce déroulement et même avant les préparatifs du CHAN 2020? Comment gommer ces insuffisances? Il faut commencer dès maintenant. Le CHAN était un succès, comme on l'a relevé. La CAN, un défi majeur censé confirmer le bel élan pris lors du CHAN, à l'image d'une grande compétition Adèle. La CAN, dans la conscience collective des Africains, est la petite coupe du monde, le plus grand rendez-vous continental qui rassemble autorités africaines, stars mondiales du football et petits commerçants pour vivre ensemble toutes les sensations et émotions fortes que procure le ballon rond. Cette CAN, bien loin du CHAN, va mettre en scène pendant un mois entier 24 équipes, 552 joueurs dans 7 stades et 25 terrains d'entraînement. C'est un grand moment de football qui traverse le continent pour susciter l'envie des autres nations planétaires qui a donc besoin qu'on le prépare avec le plus grand soin d'elle. Le point central qui cristallise donc toutes les attentions est sans conteste le stade principal d'Olembe à l'entrée nord de Yaoundé. Ces 2 stades annexes en guise de test grandeur nature ont été sollicités à l'envi et sans regret pendant le championnat d'Afrique des Nations. Et pour le rendre définitivement opérationnel, les experts soulignent qu'il reste à équiper ses structures internes et sa façade externe pour que ce joyeux soit apprécié au même titre que le stade Japoma lors du CHAN, tout en travaillant la conservation et l'amélioration des acquis. Le Cameroun devrait aussi faire des retouches sur la billetterie, trop critiquée pendant le CHAN, la gestion des médias, une organisation marketing plus pointue et le réajustement de la VAR qui était trop longue à consulter au cours du CHAN, Adèle. Mais Serge, on dira que ce sont là des détails quelque peu inutiles de tourner autour du pot. On va dire il faut surtout et essentiellement s'atteler dès à présent à assainir l'environnement par trop délétère du football camerounais qui a trop longtemps été marqué par des crises à répétition. Et ça, je crois qu'on met le doigt sur la plaie.
Exactement. La guerre sans fin entre la Fédération camerounaise de football et ses structures internes a réussi à mettre le football hors jeu. C'est curieux. L'action est plus visible dans les bureaux que sur l'aire de jeu, et cela depuis plus d'un an. D'improvisation en improvisation, les équipes nationales du Cameroun ont jusqu'ici réalisé des exploits inespérés grâce au talent des joueurs d'exception. Mais le hasard ne saurait prospérer à tous les coups dans un environnement marqué par des crises sans fin et l'éternel recours aux juridictions internationales comme le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui remet à chaque fois la balle au centre pour exiger des décideurs le simple respect des règles qui se sont eux-mêmes prescrites. Préparer la CAN, c'est surtout permettre aux joueurs d'exercer enfin leur métier de prédilection. L'organisation des championnats s'impose donc. Si l'on veut éviter l'image peu admirable du Cameroun lors des demi-finales 4-0 face au Maroc et de la petite finale 2-0 devant la Guinée, mais 6 buts en 2 matchs. Mais aussi et surtout l'image d'un pays qui accueille une grande compétition internationale sans championnat, c'est pas bien. C'est un grand défi donc, une question d'honneur, car il faut le relever à d'elle. Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Vous l'avez dit, Serge. Merci infiniment, Serge Fouasgue, rédacteur en chef des sports ici à la rédaction télé. Tout à fait autre chose à présent dans la suite du journal. Regardons à demain, mardi. Ce sera la 4e édition du Parlement jeune. Demain, c'est également déjà dans quelques 3 jours la 55e édition de la fête de la jeunesse. Et ce Parlement jeune, c'est un événement qui sera conduit par le président de l'Assemblée nationale et qui est placé sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et du réseau Espérance Jeunesse à l'Assemblée nationale, et ce sont 180 jeunes députés qui seront ainsi réunis au Palais des Congrès de Yaoundé pour une plénière de questions orales adressées aux membres du gouvernement. Et pour cette édition de la fête de la jeunesse, la série de la rédaction se poursuit pour regarder vers ces jeunes qui explorent tous les secteurs d'activité pour créer des revenus et même des emplois. Direction le sud à Ebolova, où de jeunes femmes s'investissent dans l'extraction et la commercialisation de l'huile de coco. Allons donc ce soir à la rencontre de Tatiana et d'Antoinette. C'est dans ce reportage de Rose Olinga à Ebolova. C'est à cœur joie que Tatiana Nganga s'adonne à l'extraction de l'huile de coco. La technicienne d'agriculture sortie en 2019 du Collège régional d'agriculture d'Ebolova a dû être résiliente face à la rudesse du marché de l'emploi. Je l'ai apprise au Collège régional d'agriculture d'Ebolova. Je me suis lancée dans l'extraction de l'huile de coco pour pouvoir subvenir et pouvoir aider mon mari à la maison. Une combativité qui profite à Alexis, le compagnon de Tatiana depuis 11 ans. Le technicien supérieur d'agriculture, toujours parti, trouve un soulagement en l'entrepreneuriat de la mère de ses 3 enfants. Je l'aide, elle ne me gêne pas. On me demande à ramasser langue, peut-être je veux la mèche, je veux me coiffer. Huile de coco, huile d'anime. Lorsqu'elle passe chaque fois, je prends cette huile de coco pour les cheveux et je la motive aussi, comme elle est plus jeune aussi comme moi. Un litre d'huile de coco à chaud, c'est 18 000 et un litre d'huile de coco à froid, c'est 25 000. Depuis 2021, Tatiana est en cours d'intégration à la fonction publique camerounaise. Rien qui ne l'empêchera de fructifier son business, car pour elle, l'huile de coco coulera toujours à flot. Ces jeunes-là ont également leur partition à jouer pour le succès de la SND 30. Ce lundi, à Yaoundé, les acteurs du SAGO, le Salon de l'action gouvernementale, sensibilisaient ces cadets sociaux à la nouvelle stratégie nationale de développement 2020-2030, une conférence publique donnée par d'éminents universitaires. Je vous propose d'écouter ici l'un de ces intervenants, le professeur Sofotine, qui explique la place des jeunes camerounais dans la mise en œuvre de la SND 30. C'est un extrait sélectionné par Elvire Angéline Ebalé. Stratégie nationale de développement SND 30, les axes majeurs, n'est-ce pas, c'est dans le secteur social, dans l'éducation,
la santé et les services sociaux de base. Bien entendu, les autres secteurs, c'est-à-dire que secteur productif, dont l'industrie, l'agriculture, le développement rural, on comprend bien que toutes les actions qui sont prévues sont en direction des jeunes, notamment. Quand on parle de l'industrialisation, l'industrialisation va créer des emplois et ces emplois sont en direction des jeunes. Le Cameroun a également besoin d'une jeunesse en bonne santé. Le gouvernement adresse un carton rouge contre la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Des représentants des ministères de la Jeunesse, de la Santé, de la Promotion de la Femme et de la Famille et de la DGSN, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, s'entretenaient ainsi ce lundi avec des jeunes scolaires dans la capitale. C'était une séance de sensibilisation contre les méfaits des drogues et autres psychotropes, une séance que raconte ici notre reporter Laetitia Onana. Attentifs, ces élèves issus d'établissements scolaires de l'arrondissement de Yaoundé 4 sont à l'école de la prévention des comportements à risque, tels la consommation des stupéfiants. Face à eux, 4 enseignants des ministères de la Jeunesse, de la Promotion de la Femme, de la Santé et de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale. Nous avons un travail de fond à faire par rapport aux jeunes, parce que les jeunes, la plupart ne sont pas disciplinés. Mais je peux vous garantir que nous avons commencé une action, nous allons la mener jusqu'au bout. Comité national de lutte contre la drogue, nous avons des centres de soins, d'accompagnement, de prise en charge des personnes addictives. Et il y en a 19 dans les 10 régions du Cameroun. Et ces 19 centres sont déjà opérationnels. À Yaoundé, nous avons l'hôpital central, donc le centre La Vie y est logé, et aussi à l'hôpital Jameau. Le collectif d'associations à l'origine de cette campagne souhaite, après la célébration de la 55e fête de la jeunesse, atteindre plus d'élèves des collèges et lycées d'enseignement secondaire. Une autre catégorie sociale interpellée cette semaine, ce sont les femmes qui jouent un rôle majeur dans la promotion de la paix au Cameroun, notamment dans les zones en conflit. Le Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration l'a bien compris et a bien saisi ce facteur genre et tient ainsi un atelier sur le sujet depuis ce lundi avec l'appui de ONU Femmes et du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ce sont 3 jours d'intenses travaux pour valider la stratégie du comité de désarmement sur la question de genre. Le point de ces travaux avec Michel Renaud-Hanja. Impliquer les femmes est une très bonne chose. Il y a un peu plus de 600 individus dans les différents centres et sur ces 600, il y a un peu plus de 150 enfants et un peu moins de 100 femmes. Donc ça signifie que les femmes sont dans ces centres et toutes ces personnes qui sont dans les centres appartiennent à des familles. C'était plutôt un extrait de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Nous reviendrons certainement sur ce reportage de Michel Renaud-Hanja dans nos prochaines éditions sur cette question genre dans la promotion de la paix au Cameroun. Direction l'extrême nord où la 4e région militaire interarmée est sur le terrain pour ramener la paix dans cette région. Et le groupe qui mène maintenant des actions humanitaires dans le Mayo Moscota à travers la remise des lots de denrées alimentaires. Le général de division Sali Mohamedou et ses hommes appellent cela des opérations militaires d'influence qui associent maintenant la population à l'éradication définitive de la secte Boko Haram. Une réorientation stratégique raconte notre correspondant sur place, Alexis Guidjartouan. Il est dans le Mayo Moscota. Les terroristes de Boko Haram ont fait encore des victimes dans certaines localités du Mayo Moscota, département du Mayo Tchanaga. Une situation qui a amené la 4e région militaire interarmée à densifier les moyens de lutte contre cet ennemi qui bat de l'aile. Il faut utiliser les armes, mais aussi des opérations militaires d'influence. Des soins médicaux sont organisés, des points d'eau potable creusés, le tout assorti des denrées alimentaires de grande consommation
et c'est de la satisfaction chez les bénéficiaires. La gratitude au nom de la population de l'arrondissement de Mayo-Moscota pour les vivres mis à leur disposition et aussi pour dire merci à nos forces de défense de sécurité pour la mission qu'ils accomplissent avec brio. L'officier général et son équipe étaient porteurs d'un message qui vise à mobiliser toute la population pour une cause noble. 3 messages. Réconfort, rassurance, je voudrais qu'elle collabore avec nous, qu'elle nous renseigne. Nous allons vivre une nouvelle ère de collaboration. Les hommes et le matériel sont mobilisés pour les besoins de la cause, aux populations de jouer leur rôle. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Nous sommes en période de bilan pour ce CHAN 2020 qui s'est achevé hier. Et voici le bilan médical en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. En chiffres, 10 000 tests ont été effectués pour 173 cas positifs, 78 guérisons et aucun décès contaminé, comptabilisé. Nous allons retrouver Évariste Eyenga qui est de retour au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa pour les explications sur la répartition de ces chiffres. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, 173 cas positifs, ça c'est globalement, mais dans le détail vous avez 16 cas positifs dans les délégations de la CAF, les officiels et les arbitres. Vous avez également 55 cas positifs dans les délégations des pays participants, c'est-à-dire les 16, même si tous les pays n'ont pas présenté de cas positifs sur le plan de la globalité. 102 cas positifs aussi dans tous les autres acteurs camerounais impliqués dans l'organisation. Pour l'instant, seulement 24 cas actifs sont relevés. Essayons d'examiner l'impact de ces chiffres sur la lutte globale contre la pandémie du coronavirus. Le docteur Joseph Pokam est notre invité. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Eyenga. Vous êtes virologue au Centre international de référence Chantal Biya. La grosse crête avant le début de ce CHAN, c'était que ce soit un élément déclencheur d'une éventuelle flambée. Maintenant, on a les chiffres qui parlent très peu. Est-ce qu'il y a néanmoins un impact sur la lutte globalement? Effectivement, monsieur Eyenga, avec ce risque de nouveaux cas dû au CHAN qui a été organisé au Cameroun, nous avons mis en place une stratégie de réponse contre la COVID-19 qui consistait à tester tous les joueurs et leurs délégations 48 heures avant tous les matchs. Et grâce à cette stratégie qui a été effectivement mise en place, nous avons enregistré des taux allant de 1,5 jusqu'à moins de 10% selon les différents sites. Mais aussi, cette stratégie a permis qu'au fur et à mesure que la compétition évoluait, nous avions enregistré de moins en moins de nouveaux cas à cause de l'approche du testing, du tracking et puis aussi du traitement qui a été donné à toutes ces délégations. Et comme conséquence directe, vers la finale, nous avions eu un seul cas positif dans les 2 délégations sportives, ce qui a permis que la plupart de ces équipes retournent avec des joueurs effectivement négatifs. Vous semblez dire que dans les délégations, la lutte a été maîtrisée, mais il y a aussi des gradins. Est-ce que là-bas c'est pareil? Justement, dans les délégations, on a pu circonscrire l'épidémie, ce qui a permis de limiter le nombre de nouveaux cas entrant au Cameroun. Cependant, dans les gradins, on a observé un non-respect des mesures barrières, ce qui, pour l'instant, permet de faire craindre peut-être une nouvelle flambée d'épidémie venant de ces gradins.
Alors il faut attendre aussi le diagnostic des gradins éventuellement. Merci à vous, docteur Joseph Pocan, pour toutes ces précisions. Vous l'avez noté, donc la lutte contre le coronavirus a été circonscrite et bien maîtrisée au sein des délégations, même s'il y a eu des grincements dedans, ici et là. Ce sont les résultats des actions menées par le corps médical. Il faut aussi référer toujours. Les résultats des actions. Merci Évariste et chapeau bas, on le dit, à tout le personnel médical dédié à ce CHAN. Parlons encore santé dans la région de l'Est où un important stock de médicaments illicites et impropres à la consommation d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA a été saisi et détruit dans la ville même de Bertoua. Le gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, a mené cette opération. Il rassure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la sécurité sanitaire des populations. Victorine Beguel est à Bertoua. L'année 2021 constitue un tournant décisif dans la lutte contre la contrebande des médicaments dans la région de l'Est. Zéro tolérance, c'est le principal message du gouverneur Grégoire Mvongo ce lundi à Bertoua à la suite d'une opération de destruction d'un important stock de médicaments contrefaits d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA. Le gouvernement ne ménage aucun effort. C'est mieux que les populations comprennent que le médicament, c'est quelque chose de sérieux qui ne doit pas être acheté à la sauvette. Cet important stock de médicaments illicites a été saisi dans les villes de Bertoua, Gari-Gombo et Garoua-Boulaye grâce à la collaboration entre les services de douane et la gendarmerie. Nous avons deux types de saisies qui ont été opérées. La première saisie par la brigade mobile de Bertoua qui a donné des résultats d'environ 24 millions. Et les 2 700 000 par le poste de douane de Gari-Gombo. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, rassure que cette opération va s'intensifier tout au long de l'année, le but étant d'assurer une santé de qualité aux populations. Les trafiquants de ces médicaments illicites et impropres à la consommation n'ont qu'à bien se tenir. En économie, un acteur essentiel qui fait son entrée sur le marché boursier d'Afrique centrale, c'est le cabinet Jure Entrepreneur qui se veut en même temps l'accompagnateur des entreprises pour préparer leur entrée en bourse et le baromètre pour les fluctuations des matières premières sur le marché boursier. Des missions qui étaient présentées à la presse ce jeudi à Yaoundé et c'était devant notre reporter Cyril Kingé Mbépé. Surveiller les marchés financiers pour que les entrepreneurs aient l'information à la seconde près et sachent se positionner. Cette dimension est désormais couverte pour la cotation en bourse des valeurs africaines. Que ce soit le marché des indices, des devises, des matières premières ou tout autre marché, l'idée est que les entreprises africaines doivent comprendre qu'à ce jour, elles doivent se positionner sur ces marchés où on a un flux quotidien de 10 000 milliards US dollars. La VMF entend offrir un service d'expertise pour dire aux entreprises quel est le chemin déjà vers la capitalisation, quels sont les courtiers avec lesquels il faut travailler. La prospérité en bourse d'une entreprise est facilitée par des traders bien formés. Il y a aujourd'hui ici, place de Yaoundé, un cabinet d'expertise privé comme les plus grands à l'international qui surveille tout actif. Que ce soit une matière première, quelle qu'elle soit, que ce soit une action, suit cet actif H24 pour à tout moment optimiser le rendement de votre capitalisation. Pour le cabinet Jure Entrepreneur, il est temps que les marchés financiers cessent de paraître obscurs pour les entreprises camerounaises qui disposent pourtant de moyens conséquents. Au ministère de l'économie, on a entamé en ce début de semaine un séminaire atelier sur la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Et il s'agit pour les participants de maîtriser les principes fondamentaux de présentation des opérations budgétaires de l'État. Nous faisons le point avec Pierre Binambarga. Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Des experts se concertent pour une appropriation de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Ce cours vise donc le renforcement des capacités dans l'implémentation du décret de septembre 2019 fixant le cadre général de la nomenclature budgétaire de l'État. Les acteurs du ministère de l'économie, qui est le bureau d'études du gouvernement en matière économique, s'approprient les nouveaux outils pour qu'ils puissent les implémenter dans leur action au quotidien. Transparence et bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.
Voilà les piliers qui constituent l'architecture globale du système de gestion des finances. Avec cette nomenclature, on pourra facilement pouvoir, de manière précise, savoir qu'est-ce que le budget de l'État a financé en termes de fonctions économiques, ce qui n'était pas toujours évident, et pouvoir avoir des résultats réels en termes d'analyse de la dépense publique. Le secrétaire général du Minepat, Jean Tchofo, émet un vœu qu'au terme de cet atelier, les participants aient l'appropriation parfaite des nouvelles composantes de la nomenclature. La campagne 20 sur 20 de MTN Cameroun qui continue de faire des heureux. La 15e voiture mise en jeu par cette opération de la compagnie de téléphonie mobile était remise à Berthe Manchou-Foncam, élève de 23 ans. Voici la cérémonie ici à Yaoundé, racontée par Nelly Christelle Ondoa. Berthe Mouche-Fankam, 23 ans, élève en première D, vit sur un nuage. En un clic sur son téléphone, sa vie change. Grâce à la campagne promotionnelle 20 sur 20 de MTN Cameroun, elle est désormais propriétaire d'une rutilante voiture. Une circonstance inespérée jusqu'à la signature du contrat et la remise de l'écharpe qui fait aussi d'elle une ambassadrice de MTN. Et là, la joie explose. Je suis vraiment dans l'émotion. Je suis vraiment enthousiaste. C'était vendredi en fait, quand je rentrais des cours. J'ai reçu plein d'appels me disant mes félicitations, vous avez gagné une voiture. J'ai cru que c'était juste du bluff et des arnaques. Donc je n'y croyais pas vraiment. La caravane de bienfaisance de MTN Cameroun, qui sillonne l'ensemble du territoire national, entend distribuer bonheur et sourire à ses nombreux abonnés. Le volume de lot à gagner a pris de l'ampleur. La fête continue chez MTN. Nous sommes en train d'honorer nos engagements. Nous sommes à la remise solennelle de la 15e voiture. Vous voyez, il en reste 5 parce qu'on avait promis 20. À partir de la semaine prochaine, nous allons accélérer le processus en ce sens que nous allons remettre 2 véhicules toutes les semaines. Et après ça, nous aurons le gagnant du jackpot, c'est-à-dire celui qui aura la possibilité de gagner les 20 millions. Avec MTN, on peut continuer à rêver. Et c'est pourquoi j'invite nos consommateurs actuels à continuer à jouer. Les conditions d'éligibilité à cette campagne promotionnelle sont à la portée de tous. Achetez un forfait de 250 francs ou faites un transfert de mobile money de au moins 5 000 francs. Et vous êtes éligible pour être gagnant. Et chaque vendredi, il y a un tirage au sort. Grâce à cette campagne dénommée MTN 20 sur 20, la compagnie de téléphonie mobile célèbre ses 20 ans de présence au Cameroun tout en communion avec ses clients. Et c'est la fin de ce 20h30. On retient essentiellement cette mention très honorable au Cameroun pour l'organisation du CHAN 2020. Le journal était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Ewane Epolé. Retrouvez dans l'immédiat sur cette antenne Inside the Presidency, présenté par Achounianti et ses invités également sur cette émission. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.